Personne ne l'avait vu venir, ni les fans acharnés rivés à leur écran, ni les consultants qui ont passé des mois à remplir leurs tableaux de pronostics, ni même des millions de personnes persuadées que le Brésil allait, une fois de plus, traverser le mondial comme il l'a si souvent fait. Mais le football ne se soucie pas de l'histoire. Il ne respecte pas les réputations, et il ne regarde pas les étoiles cousues au-dessus d'un écusson. Le mondial FIFA 2026, co-organisé pour la première fois par les USA, le Canada et le Mexique, vient de livrer l'un de ses chapitres les plus renversants. Les huitièmes de finale sont terminés et l'un des géants de ce sport a été renvoyé chez lui. Le Brésil est éliminé. Les quintuples champions sont entrés dans la phase éliminatoire avec le poids d'une nation sur les épaules. Après avoir échappé de justesse à une énorme frayeur contre le Japon au tour précédent, la plupart des fans pensaient que le Brésil avait retenu la leçon et reviendrait plus tranchant, plus affamé et plus concentré. Au lieu de cela, il a foncé droit dans le pire cauchemar de tout son tournoi. Face à lui se dressait la Norvège, une équipe que presque personne en dehors de la Scandinavie ne considérait comme une prétendante, avant le premier coup d'envoi de la compétition. Mais tout au long de ce tournoi, la Norvège a rendu une chose claire. Elle n'a peur de personne, pas même d'un quintuple champion du monde. Dès le coup d'envoi, les Norvégiens ont joué avec une conviction totale. Ils ont pressé haut, défendu avec une discipline remarquable et exploité chaque occasion qui se présentait. Le Brésil a longtemps contrôlé le ballon. Le Brésil s'est créé occasion sur occasion. Mais la Norvège n'a jamais tremblé. Chaque tacle arrivait au moment parfait. Chaque contre-attaque semblait pouvoir finir au fond des filets. Et minute après minute, la pression sur les Brésiliens n'a cessé de monter. Cette assurance qui définit d'ordinaire le football brésilien s'est lentement évaporée devant un public stupéfait. Puis est venu l'instant qui a fait basculer tout le match. La Norvège a frappé 2 fois avant de conclure une victoire 2 buts à 1 promise au résumé pendant des années. Le stade a explosé. Soudain, le Brésil avait tout à perdre et presque plus le temps pour réparer les dégâts. Les dernières minutes se sont transformées en ruées désespérées et chaotiques vers l'égalisation. Vague après vague, les attaques brésiliennes sont venues s'écraser sur une défense norvégienne qui refusait de céder. Le chronomètre continuait de tourner. La tension devenait presque insoutenable, mais la Norvège a tenu sa ligne jusqu'au coup de sifflet. D'un côté, on célébrait un des plus grands exploits de son histoire de football. De l'autre, les joueurs quittèrent le terrain dans une incrédulité totale. Le Brésil, quintuple champion, était éliminé en huitième de finale. Un autre géant du football venait de tomber, et le message envoyé à toutes les nations en lice était limpide. Plus personne n'est à l'abri, pas même le plus grand nom de ce sport. Le Brésil était loin d'être la seule puissance dont le rêve mondial s'est arrêté cette semaine-là. L'Angleterre a eu besoin de tout son sang-froid pour venir à bout d'une équipe du Mexique intrépide, qui ne pliait pas. Le Mexique est entré dans ce match sans plus rien à perdre, et cela s'est vu. Et chaque ballon, chaque offensive anglaise, tout a été disputé. Les Mexicains ont entraîné l'Angleterre dans un des duels les plus durs et les plus physiques de tout le tournoi. Pendant de longues séquences, la rencontre est restée équilibrée, chaque occasion donnant l'impression de pouvoir décider de tout. Mais le football à élimination directe se joue souvent sur une poignée d'instants, et l'Angleterre a su convertir les siens pour s'imposer 3-2. Son expérience sous pression a fait la différence. Le Mexique a continué de se battre jusqu'au tout dernier coup de sifflet, refusant d'accepter le résultat même lorsque le temps a mis fin à son parcours remarquable. Au coup de sifflet, l'Angleterre avait validé sa place en quart de finale, et l'aventure mexicaine dans ce mondial s'était achevée dans les larmes. Pendant ce temps, la France abordait son huitième de finale contre le Paraguay sous d'immenses attentes. Le Paraguay avait secoué la planète football en éliminant l'Allemagne plus tôt dans le tournoi, et soudain tout le monde se posait la même question. La foudre pouvait-elle frapper une deuxième fois? Un autre géant européen pouvait-il être renvoyé chez lui par la même équipe outsider? La France savait ce qui était en jeu. Il n'y avait aucune place pour le relâchement et aucune marge d'erreur. Dès la première minute, elle a confisqué le ballon et cherché patiemment l'ouverture. Le Paraguay a défendu avec cœur, frustrant les Français longtemps, mais les champions savent souvent survivre aux passages difficiles.
La France a fini par trouver la faille et arracher une victoire, un but à 0, laborieuse mais suffisante pour filer en quart de finale. Le Paraguay a poussé désespérément pour trouver une égalisation jamais venue. L'équipe qui avait surpris l'Allemagne quelques jours plus tôt venait d'atteindre la fin d'une histoire mondiale inoubliable. Et puis il y avait le Maroc, une nation décidée à continuer d'écrire l'histoire. Après son parcours inoubliable jusqu'aux demi-finales lors d'un cycle mondial précédent, certains sceptiques se demandaient si les Lions de l'Atlas pouvaient retrouver cette magie. Leur prestation en huitième de finale contre le Canada a répondu à tous les doutes avec éclatante. Le Canada s'est battu avec courage et a montré une vraie audace attaquant dès que la fenêtre s'ouvrait. Mais le Maroc a rappelé pourquoi il est devenu l'une des équipes les plus dures à déstabiliser dans ce sport mondial, en signant un succès net 3-0. Son bloc défensif est resté solide du début à la fin. Ses transitions ont été fulgurantes. Sa confiance n'a jamais vacillé une seule seconde. Au fil du match, le Maroc a resserré lentement son emprise jusqu'à laisser le Canada sans réponse. Au coup de sifflet, une nouvelle victoire historique marocaine était inscrite dans les livres. Le rêve canadien était terminé et l'histoire du Maroc grandissait encore. L'Espagne a elle validé son billet pour les quarts de finale dans un scénario dramatique, en écartant le Portugal 1-0 grâce à une frappe de Mikel Merino, entrée en jeu au fond du temps additionnel de la seconde période. Pour Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, et disputant très probablement son 6e et dernier mondial, cette défaite a marqué la fin émouvante d'une des plus grandes carrières internationales que ce sport ait jamais connue. Ronaldo a tout de même inscrit 3 buts dans ce tournoi, égalant son propre record de participation sur 6 Coupes du Monde différentes, mais même son éclat n'a pas suffi à sauver le Portugal de l'élimination face à son grand rival régional. Ainsi, les huitièmes de finale se sont refermés et le mondial a basculé dans sa phase la plus dangereuse, les quarts de finale. À partir de maintenant, il n'y a plus de seconde chance, plus d'adversaire facile et aucune chance de se remettre d'une erreur. Une défaite et le rêve d'un pays entier disparaît pour de bon. Une victoire et une équipe avance d'un pas vers l'immortalité footballistique. Il ne reste que 8 nations en vie, et chaque match ressemble à un combat à mort. Chaque décision pèse lourd, chaque erreur peut marquer toute une génération de joueurs comme de supporters, mais le tournoi de cette année ne s'est pas seulement écrit à travers des résultats stupéfiants sur le terrain. Il a été secoué par une controverse étrange et très politique de l'histoire moderne du mondial, une affaire qui n'a rien à voir avec la tactique ou le talent, mais tout à voir avec le pouvoir, l'influence et un appel téléphonique venu du bureau le plus puissant du pays hôte. Tout a commencé pendant le match du Tour des 32 entre les USA et la Bosnie-Herzégovine. L'attaquant américain Folarin Balogun venait de donner l'avantage aux hôtes, un but à 0 juste avant la mi-temps, et tout semblait suivre le plan prévu. Puis, au début de la seconde période, l'arbitre Raphaël Klaus s'est dirigé vers le moniteur vidéo après un tacle qui n'avait pas été sanctionné en direct. Ce qu'il a vu l'a conduit à adresser un carton rouge direct à Balogun pour avoir laissé traîner ses crampons sur l'arrière de la jambe d'un défenseur bosnien. Selon le règlement FIFA, ce carton rouge aurait dû entraîner automatiquement un match de suspension, privant Balogun du 8e de finale crucial contre la Belgique. Son sélectionneur, Mauricio Pochettino, était furieux en conférence de presse d'après-match, assurant qu'il n'y avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit et dénonçant une grave injustice envers son joueur. La suite a transformé une décision disciplinaire ordinaire en incident international. Selon plusieurs grands médias, dont Reuters et l'AFP, Trump a appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, après le match contre la Bosnie, et a insisté pour que la suspension soit réexaminée. À seulement un jour du match contre la Belgique, la FIFA a stupéfié le football en annonçant que la suspension de Balogun ne serait pas appliquée immédiatement. Au lieu de manquer la rencontre, la sanction était simplement reportée à une date future non précisée, peut-être à un moment qui ne tomberait pas pendant ce tournoi. La FIFA a justifié cette décision en invoquant l'article 27 de son propre code disciplinaire, une clause très large qui permet à l'organisation de différer totalement ou partiellement toute sanction disciplinaire à sa seule discrétion.
Ses détracteurs décrivent cette clause comme un outil presque sans contrôle qui permet à la FIFA de tordre son propre règlement chaque fois qu'elle le juge utile. Quelques minutes après l'annonce, Trump s'est exprimé sur sa plateforme de réseau social pour célébrer ce revirement, remerciant la FIFA d'avoir, selon ses mots, corrigé une grande injustice. Ce simple message a déclenché une tempête. Journalistes et supporters ont commencé à se demander si un président américain venait de réussir à faire pression sur l'organisme sportif le plus puissant au monde pour qu'il réécrive ses propres règles au milieu d'un tournoi en cours, que les USA co-organisaient. Justement, la FIFA a maintenu que la décision venait d'une commission disciplinaire indépendante et n'avait rien à voir avec une pression politique extérieure. Peu de monde dans ce sport a semblé convaincu. Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, a critiqué l'appel rapporté et l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, est allée jusqu'à qualifier toute la décision d'incompréhensible et d'injustifiable. La fédération belge a réagi avec colère. Le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, a déclaré aux journalistes qu'il avait d'abord cru à une plaisanterie lorsqu'il avait appris que Balogun était autorisé à jouer. L'Union royale belge de football a publié un communiqué se disant stupéfaite par la décision et a aussitôt déposé un recours en faisant valoir que le règlement FIFA ne prévoit même pas de procédure d'appel pour les cartons rouges directs. La Belgique a demandé une explication écrite complète ainsi que le rapport de fond de l'organe disciplinaire FIFA, mais le recours n'a pas permis d'annuler la décision avant le coup d'envoi. Il faut mesurer à quel point ce type d'intervention est rare dans l'histoire du mondial. Selon des historiens du football, le seul précédent vaguement comparable remonte à 1962, lorsque la légende brésilienne Garrincha avait, d'une manière ou d'une autre, été autorisée à disputer la finale malgré son expulsion en demi-finale. Depuis l'introduction des cartons jaunes marqués au rouge physique dans ce sport en 1970, c'était la première fois qu'une chose de ce genre se reproduisait, et la première fois qu'elle était liée ouvertement à une pression politique directe venue d'un chef d'État. Au final, la controverse n'a presque rien changé au tableau d'affichage. La Belgique a écrasé les USA 4-1 à Seattle, avec 2 buts du talent montant Charles de Ketelaere pour expulser le pays co-organisateur de son tournoi dès les huitièmes de finale. Balogun lui-même n'a presque pas pesé sur le match malgré l'autorisation de jouer, ajoutant une couche d'ironie à toute l'affaire. Les joueurs belges n'ont pas manqué de le rappeler après le coup de sifflet, plusieurs d'entre eux lançant des remarques ciblées sur la controverse aux journalistes américains, comme si leur victoire représentait une petite forme de justice, après ce qu'ils considéraient comme une intervention injuste venue du sommet du gouvernement américain. Les commentateurs américains se sont retrouvés à débattre de la possibilité que cet incident change durablement la manière dont les futurs pays hôtes et les futurs présidents traitent avec la direction de la FIFA, surtout alors que les 2 prochaines Coupes du Monde sont appelées à se tenir en partie sur le sol nord-américain lors de cycles à venir. Ce n'est pas la première fois que les grandes décisions de la FIFA sont assombries par des accusations d'ingérence politique ou de manipulation pure et simple. Bien avant que Balogun ne foule une pelouse de mondial, l'histoire du tournoi était remplie de moments où politique et football se sont mêlés de façon inconfortable, depuis des votes d'attribution contestés et décidés à huis clos jusqu'à des compétitions entières, accordées dans des circonstances que les critiques remettent en cause des décennies plus tard. Les analystes qui couvrent l'édition de cette année soulignent que l'affaire Balogun s'inscrit dans un schéma bien plus ancien de dirigeants de la FIFA, accordant des exceptions inhabituelles et difficiles à expliquer chaque fois qu'une pression politique ou financière massive arrive du bon côté. Que cette pression vienne d'un chef d'État, d'un puissant sponsor ou d'une confédération régionale au poids démesuré, le résultat finit souvent par se ressembler. Une instance qui proclame son indépendance tout en cédant sous le poids des influences extérieures. Sur le terrain, le tableau des quarts de finale est complet et il promet un grand 8. La France se prépare à un des tests les plus durs de tout son tournoi face au Maroc le 9 juillet à Boston. La France possède des talents de classe mondiale à presque tous les postes. Le Maroc apporte la foi, la discipline et cette confiance silencieuse qui ne naît que lorsqu'on a prouvé encore que tous les sceptiques avaient tort. Ce n'est plus une belle histoire surprise de Cendrillon.
C'est un prétendant légitime au trophée lui-même, et de nombreux supporters neutres à travers le pays voient le Maroc capable de créer l'exploit. Un autre immense quart de finale opposera l'Angleterre à la Norvège le 11 juillet à Miami. Avant même le coup d'envoi de ce mondial, presque personne n'imaginait la Norvège aller loin dans le tournoi. Désormais, elle a éliminé les quintuples champions et la confiance déborde dans chaque joueur du vestiaire norvégien. L'Angleterre sait à quel point ce défi est devenu dangereux. Une seule erreur contre une Norvège sans peur pourrait mettre fin au rêve mondial d'un autre géant bien plus tôt que quiconque à Londres ne l'aurait imaginé. Ailleurs, la Belgique affrontera l'Espagne le 10 juillet à Los Angeles, une affiche que bien d'analystes décrivent comme un des quarts de finale les plus techniques de tout le tournoi. La Belgique arrive lancée, portée par l'élan d'une équipe qui vient de démolir le pays co-organisateur dans un des matchs les plus marquants des huitièmes. L'Espagne arrive comme l'une des formations les plus équilibrées et les plus disciplinées en course, après avoir arraché une victoire difficile contre le Portugal mené par Cristiano Ronaldo dans ce qui a été peut-être la dernière apparition mondiale de sa carrière légendaire. La dernière place en quart de finale sera attribuée au vainqueur d'Argentine contre Égypte et au vainqueur de Suisse contre Colombie, 2 huitièmes de finale qui étaient en cours, au moment de boucler cette histoire. L'Argentine, championne en titre, sait mieux que presque tout le monde à quel point le football à élimination directe peut être brutal. Chaque match restant exige une perfection absolue, et chaque adversaire présent dans ce tournoi croit sincèrement que cette année peut enfin être la sienne. L'Argentine sait que la réputation seule ne suffira jamais à la ramener en finale. Elle devra gagner chaque match à la dure, comme toutes les autres équipes debout. À mesure que le tournoi s'enfonce dans les tours à élimination directe, la pression continue de grimper pour toutes les équipes en vie. Les supporters à travers le pays et dans le monde entier commencent à comprendre quelque chose d'extraordinaire à propos de ce mondial. Presque toutes les puissances traditionnelles ont vacillé à un moment ou à un autre. Plusieurs géants ont été renvoyés chez eux plus tôt que prévu. Les outsiders continuent de refuser le rôle d'outsider. Chaque nation en lice croit sincèrement, au fond d'elle-même, que cette année peut être celle où elle soulèvera enfin le trophée. Cette croyance, plus que tout le reste, est ce qui fait du mondial le grand événement sportif de la planète. L'histoire ne peut pas marquer le moindre but. Les trophées du passé ne peuvent stopper aucune attaque. Les grands noms et les maillots célèbres ne garantissent aucune victoire. Seule la performance compte. Seul le courage compte. Seule l'équipe qui gère la pression mieux que toutes les autres survit un tour de plus. Les quarts de finale promettent tout ce qu'un supporter de football peut désirer, du drame, de l'émotion brute, des cœurs brisés, des héros inattendus et des instants dont on parlera des décennies. Mais cette année, l'histoire dépasse les lignes blanches du terrain. La controverse Balogun a transformé un tournoi de football en point de tension politique, soulevant des questions inconfortables sur l'influence qu'un président américain peut exercer sur l'organisation sportive la plus puissante au monde et sur la réalité de l'indépendance revendiquée par la direction de la FIFA. La fédération belge a laissé entendre qu'elle pourrait poursuivre l'affaire par les voies officielles, même après avoir été éliminée par l'équipe qui se trouvait au centre de la controverse. Dans le même temps, plusieurs autres fédérations nationales, s'exprimant anonymement auprès de journalistes, auraient fait part en privé de leur inquiétude. Ce précédent pourrait ouvrir la porte à des campagnes similaires de pression politique dans de futurs tournois, surtout avec de prochaines Coupes du Monde, prévues sur plusieurs continents dans les années à venir. Pour l'instant, le football refuse de ralentir pour qui que ce soit, tempête politique ou pas. La route vers le trophée mondial n'a jamais paru aussi imprévisible, et elle n'a jamais porté autant de bagages en dehors du terrain. Le Brésil est parti, le Mexique est parti, le Paraguay est parti, le Canada est parti. Les USA, la nation au centre de la grande controverse politique du tournoi, sont eux partis, éliminés en huitièmes de finale, malgré tout ce qui s'est passé en coulisses. Le Portugal, et très probablement toute la carrière internationale de Cristiano Ronaldo, est également parti. 6 rêves de plus se sont éteints, et seules 8 équipes restent debout.
Lorsque les quarts de finale seront terminés, seules 4 nations croiront pouvoir soulever le trophée le plus célèbre du sport. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. La pression n'a jamais été aussi forte. Et grâce à un seul coup de téléphone qui a peut-être, ou peut-être pas, changé le cours de toute la campagne mondiale d'un pays, la politique autour de ce tournoi n'a sans doute jamais été aussi trouble. La France peut-elle poursuivre à Boston sa marche vers un nouveau titre mondial? Le Maroc peut-il réussir un nouveau miracle contre l'un des effectifs les plus talentueux d'Europe? La Norvège va-t-elle secouer la planète football après avoir éliminé le Brésil, quintuple champion du monde? L'Espagne peut-elle résister à une Belgique brûlante qui vient de démanteler le pays co-organisateur sur son propre sol? Et les retombées de la controverse Balogun continueront-elles de planer sur ce tournoi jusqu'à la finale dans le New Jersey le week-end prochain? Quelle que soit l'équipe qui finira par soulever le trophée, une chose est certaine, si les huitièmes de finale ont offert autant de drames sur le terrain que dans le monde politique, les quarts de finale pourraient bien devenir un des chapitres les plus inoubliables de l'histoire du mondial, pour des raisons qui dépassent le score final.